Bonjour à tous, bienvenue sur ce live organisé par Google Atelier Numérique. On va parler éco-conception de services numériques aujourd'hui. On a quelques personnes qui sont arrivées, je vous propose qu'on attende un petit peu. Juste en introduction, je vous propose de démarrer et de jouer un petit jeu sur le chat pour qu'on voit exactement qui est là. Donc un premier point, indiquez dans les commentaires votre prénom, votre ville et ce que vous faites dans la vie. Soit si vous êtes commerçant, votre job, si vous êtes un professionnel, vous pouvez mettre votre métier, et puis vous pouvez également m'indiquer une passion si jamais c'est confidentiel et que vous voulez pas en parler. Donc moi je commence pour ma part. Je m'appelle Frédéric, je suis localisé sur Saint-Étienne actuellement. Et je suis coprésident agile d'une société de développement informatique qui s'appelle Doing. Et je suis là aujourd'hui pour vous parler justement éco-conception de ces services numériques. Alors, on va attendre que chacun puisse un petit peu jouer. Donc, je vois qu'on a Bruno qui est arrivé, qui a commencé de poster sur le chat. Donc, n'hésitez pas. Alors, sur l'organisation, je vais vous présenter, notre travail sur l'éco-conception et puis des premières pistes en fait pour ceux qui veulent s'y lancer également. Lors de la présentation, n'hésitez pas à poster des éléments dans le chat. J'ai accès au chat juste à côté. Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre au fur et à mesure. Si je n'y réponds pas, vous n'hésitez pas à revenir parce que j'ai pu louper votre question. Et puis, je pense qu'on aura un petit moment à la fin aussi pour revenir sur des éléments qui vous paraissent pas clairs. Si vous avez besoin d'un petit peu plus d'informations, pas de souci également. Donc, écoutez, je vous propose de commencer. On voit pas mal de monde qui a réussi à se connecter et beaucoup de monde quand même dans le monde du numérique ici. Alors, on va commencer par un premier état des lieux. L'état des lieux aujourd'hui sur le numérique qui est un élément incontournable de notre vie. La première question que je souhaiterais vous poser, c'est à votre avis, en 2020, quel est le nombre moyen d'équipements numériques par Français? Combien a-t-on d'équipements numériques chez nous? Alors, équipement numérique, on va penser à notre ordinateur, on va penser donc ordinateur, tablette, smartphone, mais aussi des équipements numériques qui sont connectés, si vous avez un frigo connecté, si vous avez un objet connecté. Donc, on a Bruno qui répond 3 en moyenne, Frédéric Bataille qui répond au moins 12, entre 3 et 4, 2,5. Alors, Frédéric, bravo, parce qu'on n'est pas très loin de la réalité. Aujourd'hui, en France, en 2020, 631 millions d'équipements informatiques sur le territoire. Donc, ces 631 millions, quand on les ventile sur les 58 millions de personnes actives, on va obtenir un nombre d'équipements de 11 équipements par personne en France. 11 équipements par personne, c'est totalement colossal. On est loin devant la moyenne mondiale, puisque la moyenne mondiale est de 8 équipements par personne. Et on comprend bien à un moment donné que ces équipements-là vont consommer énormément et qu'il va falloir agir pour réduire son impact environnemental. Donc, je vous avais mis un petit schéma qui montrait bien la complexité en fait de nos appareils numériques. Alors, quand je dis 11 équipements par personne en moyenne, ça veut dire que sur un foyer de 2 personnes, si on a 2 personnes actives à la maison, on est à 22 en moyenne. Donc, alors, évidemment, vous allez inclure là-dedans les entreprises. Donc, quand vous avez les entreprises qui ont beaucoup d'ordinateurs, un parc informatique qui est important, on l'inclut aussi là-dedans. Alors, un autre point de l'état des lieux, c'est que le numérique, depuis 2019, on peut pas vraiment s'en féliciter, à mon sens, pollue plus que l'aérien. Donc, depuis 2019, on a eu un cap qui s'est passé. En 2019, 4% des gaz à effet de serre sont produits par le numérique, donc ça représente plus que l'aérien. Et en 2025, on va rattraper l'automobile. C'est-à-dire d'ici quelques années, 2025, c'est demain, clairement.
Et demain, le numérique consommera plus produira plus de gaz à effet de serre que le transport routier. Vous avez un schéma sur la droite qui vous présente la consommation qui paraît réelle, la consommation en vert. Et puis, vous avez la sobriété qui sera attendue, la sobriété qui est en violet, avec un espoir de n'être qu'à 5% au lieu de 8% si jamais on continue avec le même rythme. Donc 2019, année de la bascule, 4% des gaz à effet de serre, plus que l'aérien, je vous disais. 2025, 8% des gaz à effet de serre de prévu, la part des voitures. Donc encore une fois, quelque chose d'effarant. Et dans ces consommations de gaz à effet de serre, on a une tendance qui se dégage très nettement ces dernières années, qui est la vidéo. 80% du flux des données aujourd'hui représentent des flux de vidéos. Ces flux de vidéos sont aujourd'hui emmenés par les plateformes de streaming, par beaucoup de services. Je vous les ai découpés sur la droite. Donc les vidéos en ligne et les autres vidéos qui représentent 80% du flux, répartis entre la VOD, la pornographie, les tubes et les autres vidéos. Donc vous allez vous retrouver avec déjà ce trafic-là qui est guidé par cette composante. Voilà. Ça veut dire, par exemple, que quand on fait de la sobriété numérique et qu'on crée un site Internet, lorsqu'on crée un site Internet, il faut essayer de penser que mettre une vidéo qui se lance automatiquement lorsqu'on arrive sur un site Internet, c'est contre-productif par rapport aux consommations et à notre fameux graphique qui est juste au-dessus. Vous n'hésitez pas à me couper s'il y a besoin, le chat est toujours actif, n'hésitez pas. Alors, un petit focus sur les ressources qui sont consommées en 2020 en France. Donc là, on est vraiment très proche de nous. Alors, en France aujourd'hui, on va découper les ressources du numérique en 4 grandes composantes. La première composante sont les énergies primaires. Les énergies primaires, on va avoir l'électricité, par exemple. L'électricité, ça va représenter 6,2% de la consommation totale en France. On va avoir également la production de gaz à effet de serre. Donc, cette production représente 5% des émissions totales. Donc là, on va avoir la production de tout ce qui est inhérent à la production d'énergie notamment. On va avoir une consommation d'eau, puisqu'on l'oublie parfois. L'eau est une part très importante de la consommation. Elle représente 10% de la consommation nationale uniquement pour le numérique. Alors, cette consommation en eau, elle est utilisée, ça va être pour refroidir des data centers, ça va être pour des usines de fabrication qui vont produire, une consommation quand même de 10%, ce qui me semble totalement faramineux. Et enfin, le dernier point, ce sont des terres rares. Donc, vous avez tous entendu parler de ces fameuses terres rares qui nous servent à produire les composants numériques de nos téléphones, de nos ordinateurs. Et pour extraire ces terres rares, on va extraire de la terre, on va récupérer de la terre dans le sous-sol et on va récupérer les terres rares. Donc, en France, on a 4 milliards de tonnes de terre qui sont extraites, qui sont excavées pour récupérer nos fameuses terres rares. Alors, ces chiffres qui sont là, ces 4 composantes sont des éléments clés de l'estimation de l'impact environnemental. Le seul problème quand je vous les présente comme ça, c'est que vous avez on a parfois du mal à se projeter, à comprendre ce que ça représente, puisqu'on est sur des 6,2%, 5,2%. Ces pourcentages ont été rapportés à notre usage individuel. Alors, notre usage individuel, je vais vous présenter maintenant la même chose représentée avec votre impact à vous, votre impact personnel. Eh bien, sur l'énergie primaire, d'abord, le numérique, c'est comme si tous les jours, vous allumiez un radiateur électrique, un vieux radiateur électrique de 1000 watts, on n'est pas sur un radiateur nouvelle génération, et on le laisse pendant 8 heures allumé. On le laisse pendant 8 heures allumé et ça consomme l'énergie que vous utilisez, vous, chacun, tous les jours, pour vos terminaux numériques. C'est déjà colossal. On va ajouter à ça la consommation des gaz à effet de serre. Donc les gaz à effet de serre, tous les jours, vous faites 6 km en voiture et vous produisez ces gaz qui vous servent à alimenter votre téléphone portable, votre ordinateur. Donc 6 km de voiture,
tout cumulé. On ajoute à ça, alors on reste toujours avec la moyenne de 11 équipements, hein, c'est toujours avec cette moyenne nationale, cette fameuse moyenne nationale. On ajoute à ça 9 litres d'eau minérale par Français qui sont jetés dans l'évier. Donc on prend nos bouteilles d'eau minérale et on verse dans l'évier 9 litres d'eau par personne, toujours. Et enfin, tous les jours, 200 kilos de terre par personne qui sont excavés pour récupérer les métaux, les terres rares. Alors, une question de Sylvain, comment faire au quotidien pour réduire notre impact individuel du numérique? Alors, c'est pas tout à fait le sujet de la présentation, puisque moi, je vais plutôt être sur de la présentation de la conception de logiciels. Seulement, il y a beaucoup de choses qui sont prévues. Alors, je vous invite à aller voir notamment sur un site internet que vous avez en pied de présentation, là, qui s'appelle Green IT. Ce site internet est la référence aujourd'hui du développement durable associé au Green, associé à l'IT, pardon. Et ce site présente beaucoup d'actions qu'on peut réaliser au quotidien. Donc, ça veut dire, c'est par exemple envoyer moins de mails, vider ses boîtes mail. Ça veut dire n'utiliser des terminaux numériques que quand on en a besoin. Il y a beaucoup de choses qui sont dedans et vous allez retrouver du contenu sur ce site de façon certaine. Alors, une fois qu'on a fait ce constat, donc on a fait notre constat présentant bien que finalement on consomme beaucoup d'énergie et cette énergie qui est là, c'est celle d'aujourd'hui, 2020. 2020 avec nos fameux 4% par exemple de gaz à effet de serre, enfin 5 maintenant à partir de cette année. Quand on va arriver en 2025, on aura doublé à peu près, donc tous ces éléments qui sont là seront encore doublés en 2025. Alors pour réagir face à ça, je vous propose de poser quelques définitions. Alors, les définitions que je vous propose, ça va être de commencer par une première qui s'appelle IT for Green. Alors, cette définition IT for Green, j'ai trouvé toute une série de définitions sur un autre site intéressant qui s'appelle le site du pôle éco-conception. Ce pôle éco-conception, vous retrouverez le lien en fin de vidéo aussi, qui vous sera peut-être présenté sur le chat aussi éventuellement. Alors, l'IT for Green, c'est une solution numérique qui est conçue pour répondre à un problème environnemental. On se la redit, solution numérique conçue pour répondre à un problème environnemental. Reprenons la définition dans l'autre sens. Nous avons un problème environnemental. Il peut être varié, il y a beaucoup de choses qu'on peut tenter de résoudre. Eh bien, on va essayer de concevoir une solution qui va être là pour aider à résoudre ce problème. Est-ce que vous, donc ça vient du source, la source est Pôle Éco-Conception, le site est juste ici. Est-ce que vous avez des idées de choses qui pourraient être des solutions IT for Green? Si vous pouvez me les mettre dans les commentaires, si vous avez quelques idées, les analyser. Pas d'idées? Pas d'idée. Alors, donc on a Bruno qui va proposer des data centers au pôle Nord ou sous l'eau. Alors, ces data centers qui vont être conçus pour consommer moins d'énergie, ils vont pas répondre à un problème environnemental, ils vont pas essayer de résoudre un problème, en fait. Ils vont consommer moins d'énergie, mais ils vont pas résoudre un problème. Moi, ce que je vous propose plutôt, ce sont des applications qui vont lutter contre quelque chose qui se passe. Par exemple, on va avoir une application qui s'appelle Too Good To Go. L'application Too Good To Go, elle a été conçue pour limiter le gaspillage alimentaire. Le problème qui est adressé ici, c'est le gaspillage alimentaire. Et on va concevoir une application, on va créer une application pour limiter le gaspillage alimentaire. Alors, cette application Too Good To Go, elle référence des restaurateurs, des magasins alimentaires qui vont faire des paniers, qui vont fournir des repas, et des personnes qui vont pouvoir venir acheter ces repas, ou les récupérer gratuitement. On va donc avoir moins de gaspillage alimentaire avec ces applications. Voilà. On va avoir également une application de don d'objets entre particuliers, par exemple Give.
cette application de don d'objets entre particuliers type Give est une application qui va répondre à une problématique environnementale de la durée de vie et de l'obsolescence des produits. Elle va être lancée, elle va permettre de donner une seconde vie à ces produits-là et donc de résoudre un problème. Quand vous avez d'autres exemples que vous me donnez ici, alors un site de recyclage, réparation des appareils numériques, c'est un bon exemple. On tombe aussi comme Give sur, on a une problématique environnementale qui est le gaspillage de ces produits numériques. On fait un site qui permet de les recycler ou de les réparer. Effectivement, on a une application qui fait ça. On est ici dans de l'IT, donc de la technologie, pour du green. Quand on fait un site de revente type Vinted, je ne suis pas sûr que ça corresponde, puisqu'en fait, il faut quand même adresser une problématique environnementale. Si Vinted lance son application au départ en disant « Nous, on veut lutter contre le gâchis et contre la destruction d'objets », je veux bien l'entendre. Si en revanche, c'est uniquement pour faire un site de petites annonces pour se revendre des éléments, dans ce cas-là, on n'est pas dans de l'IT for Green. On est uniquement sur de l'échange et de la vente. Les bornes de recharge de véhicules électriques, effectivement, on est dedans, on a un problème environnemental et on fait une solution qui s'adresse à une problématique environnementale. Un autre exemple, quand on a des applications, j'ai trouvé une application qui s'appelle GecoAir. Cette application, elle est là pour réduire les émissions de transport. Vous inscrivez dessus et vous avez de l'éco-conduite, vous avez de l'usage du vélo. Quand vous utilisez cette application, vous allez réduire les émissions de transport, donc vous allez faire de l'IT, utiliser une application pour réduire ces impacts. Alors, ici, d'un point de vue écologique, on a quand même une interrogation. C'est qu'on a indiqué juste avant que le numérique coûtait cher et que le numérique, il consommait beaucoup. Il consommait beaucoup d'énergie, il consommait beaucoup d'eau, il consommait beaucoup de terres rares, etc. Le problème environnemental qu'on peut avoir face à de l'IT for Green, c'est que si je lance une solution pour lutter, par exemple, pour réduire les émissions de transport, comme la dernière application que j'ai citée ici, mais que mon application que j'ai créée, elle consomme beaucoup d'énergie et qu'elle produit elle-même des émissions de gaz à effet de serre, eh bien finalement, on a comme ça une consommation d'énergie face à une économie d'énergie. Donc, pour faire de l'IT for Green, il va falloir d'abord se poser la question quand même des gains environnementaux et il va falloir qu'ils soient très supérieurs aux consommations du service. Si un service consomme trop d'énergie, eh bien, il ne va pas être intéressant pour le développement durable. Est-ce que c'est tout bon pour cette première tentative de définition de IT for Green ? Donc, continuons. Dans la deuxième définition. Alors là, je vais reprendre des exemples qui ont été donnés dans le chat, puisque celles-ci, elles vont être intéressantes. Donc, le Green IT, nouvelle définition, il s'agit d'une démarche d'amélioration continue d'un système d'information passant par la définition du juste système informatique nécessaire afin de minimiser ses impacts environnementaux. Alors, on reprend. On part du principe déjà qu'on va travailler sur tout le système informatique. C'était la deuxième partie de la phrase. On va travailler sur le système informatique et on va essayer de réduire son impact environnemental et de le concevoir pour réduire cet impact-là. Alors, ici, on travaille sur tout le système informatique. On va penser à la chaîne de consommation usager réseau serveur. Et sur cet usager réseau serveur, on va pouvoir, cette fois, réduire cet impact. D'accord ? Et ça va souvent concerner du hardware, donc ce qu'on appelle du hardware, de l'achat de poste, de serveurs, etc. Donc, même question que tout à l'heure, est-ce que vous avez des exemples ? Eh bien, il y a déjà des exemples qui ont été cités. Les exemples qui ont été cités, on va avoir, par exemple, les data centers. Je ne sais pas si vous avez vu l'actualité. La semaine dernière, Microsoft a remonté un data center qui a été hébergé dans la mer pour le refroidir, à vue de test. Les tests sont très concluants. Et bien aujourd'hui, on a bien une solution Green IT, puisqu'en fait, elle est là pour réduire l'impact environnemental d'un système informatique. Quand on va avoir aussi, on pourrait avoir par exemple en entreprise un achat de parc d'ordinateurs avec des critères écologiques.
des critères qui vont permettre d'avoir des postes qui consomment moins d'énergie à produire. On va avoir aussi une tendance qui est de plus en plus importante dans les entreprises, c'est d'augmenter la durée de vie des postes, puisqu'on a eu une tendance à un moment donné à changer les postes tous les 2 ans, voire tous les 3 ans, et on se rend compte finalement que beaucoup de postes sont encore utiles et qu'on pourrait les garder 1 an ou 2 de plus. Eh bien, augmenter la durée de vie d'un poste informatique, c'est du Green IT aussi. Et on pourrait avoir aussi, puisque ça a été proposé dans les commentaires, du stockage de données dans un centre éco-conçu. Si le centre est éco-conçu et qu'il consomme moins d'énergie, vous avez des tests comme ça qui sont effectués, par exemple, avec des data centers qui vont recycler l'énergie de refroidissement pour pouvoir réchauffer l'immeuble qui se trouve au-dessus. Eh bien, là, on est bien dans le cadre d'un système informatique qui va minimiser ses impacts environnementaux. Donc, vous avez ici du Green IT. Donc, le Green IT, on est plutôt sur du hardware, souvent, quand même. On est plutôt sur du hardware, ici. Et on va travailler plutôt sur ces composantes-là. Et enfin, on va pouvoir travailler sur le domaine qui va nous intéresser surtout aujourd'hui, c'est l'éco-conception de services numériques. Alors, l'éco-conception de services numériques, le pôle éco-conception, toujours lui, nous donne une définition qui est encore plus longue que précédemment. Donc attention, il va falloir s'accrocher. Il s'agit de l'intégration de la réduction des impacts environnementaux dès la phase de conception d'un service avec une vision globale sur l'ensemble du cycle de vie. On va rester sur cette première phase d'abord. On va donc prendre le cycle de vie de notre produit et dès le départ, on va concevoir on va mettre le côté environnemental au cœur de sa conception pour pouvoir réduire son impact. Donc ici, on est bien dans le cadre d'un service numérique, donc ça va être un site web, une application métier, une application mobile. On est bien dans le cadre d'un service numérique et on va réduire son impact environnemental. Alors, question de Frédéric Bataille, est-ce qu'utiliser plus souvent le cloud est plus green ou plus gourmand en énergie? J'en parlerai un petit peu plus loin sur la partie hébergement. Le cloud est une très bonne solution à condition de l'utiliser de façon intelligente. J'y reviendrai juste après. Alors, sur la fin de notre définition, donc d'abord, le premier point, c'est qu'on va travailler sur un service numérique et on va intégrer les impacts environnementaux dès la conception. Le même service, il va donc générer moins d'impact s'il est éco-conçu, c'est évident. Et puis, si on arrive à intégrer une dimension sociale et économique, elle va mener à la conception numérique responsable. Alors, cette dernière phrase, ce qu'elle veut dire, c'est que si je produis un service qui est éco-conçu, qui consomme moins d'énergie et que je le fais fabriquer, je le fais développer dans un pays sous-développé, en payant mal mes développeurs, je vais mal me comporter. Si jamais je le développe avec une notion, cette fois plutôt de responsabilité, avec des développeurs locaux, de proximité, eh bien, je vais être cette fois sur de la conception numérique responsable. On va se relancer. Merci d'avoir attendu. Très agréable. Alors, donc ici, donc la partie vidéo, je reprends. La partie vidéo, quand vous arrivez sur un site internet, vous avez souvent des vidéos qui vont se lancer automatiquement. On va le retrouver sur des sites e-commerce avec la présentation d'un produit. On va le retrouver sur la présentation sur des sites d'actualité. On va le retrouver un petit peu partout. Et finalement, cette vidéo, elle va consommer beaucoup de flux. Et ces flux-là, eh bien, l'objectif, c'est de les réduire. Et pour réduire ces flux, eh bien, on ne lance pas la vidéo automatiquement. La vidéo va être lancée que si la personne en a besoin et uniquement si elle a besoin de lire le contenu. Alors, ce point-là, il est important puisqu'on a dit que 80% des flux d'Internet étaient basés sur la vidéo. Ce point a été très accentué par les publicités, puisqu'il y a quelques années, les publicités, c'était des bandeaux qui tournaient, donc des bandeaux GIF qui tournaient et qui avaient quelques images. Elles ont très souvent été intégrées par de la vidéo maintenant, et le problème, c'est que ça apporte beaucoup de flux. Donc, le premier point, ça va être de réduire les vidéos quand on conçoit un service numérique.
Un autre exemple, ça va être de limiter les envois de mails dans une application, puisque les mails qui vont partir d'une application vont consommer de l'énergie dans toute la chaîne. Le mail va partir du serveur, il va rebondir pour arriver sur le poste client, et ensuite il va être stocké, souvent archivé. Donc cette consommation d'énergie va aussi être, on va pouvoir limiter la consommation d'énergie par cette partie-là. Un autre exemple, c'est de transmettre uniquement les données nécessaires dans un formulaire. Donc là, on a quelques techniciens qui sont présents sur le chat. Lorsque vous avez un formulaire qui va récupérer des données ou qui va les transmettre, eh bien, on va essayer de ne transmettre que les données qui sont nécessaires plutôt que de transmettre l'intégralité d'une page ou d'une base de données. Alors, Frédéric, oui, effectivement, si on met un GIF animé, on est plus green que si on met une vidéo, effectivement. Et enfin, un des éléments clés, ça va être aussi de supprimer les fonctionnalités inutiles d'un logiciel. Lorsqu'on crée un logiciel, eh bien, on a parfois beaucoup de fonctionnalités qui ne servent à rien. Eh bien, ces fonctionnalités vont coûter en archivage, elles vont coûter de l'énergie et parfois on a des choses qui passent dans ces fonctionnalités. Il vaut mieux les enlever. Alors, j'ai une question. Newsletter serait mieux adapté. Alors, en réalité, ce qui va plutôt être intéressant, c'est de se poser la question de à quoi sert un mail. Quand je crée une application métier et que quelqu'un a besoin d'une alerte par mail, il va falloir se poser la question de la raison de son alerte par mail. Si jamais l'alerte par mail sert uniquement à ce qu'il ait l'information dans sa boîte mail, ça ne sert à rien, puisqu'à ce moment-là, il vaut mieux qu'il aille sur le site Internet pour retrouver cette information. Si on envoie un mail qui va servir, qui n'a pas d'intérêt à être reçu immédiatement, eh ben, il vaut mieux parfois fusionner plusieurs mails ensemble et n'envoyer qu'un seul mail par semaine, par exemple. Au lieu d'envoyer un mail tous les jours pour indiquer un état, on va envoyer un seul mail dans la semaine qui va donner un récap de ce qui s'est passé sur tous les jours. Donc finalement, la partie mail, c'est surtout une réflexion de l'usage de ces mails-là. Et lorsqu'on y réfléchit bien, eh bien finalement, très souvent, on se rend compte qu'on a très peu besoin des mails. Quand on a une application métier qui est sur une application mobile, par exemple, eh bien, il vaut mieux envoyer une notification push plutôt que d'envoyer un mail. Une notification push, c'est quelques octets de données qui transitent, alors qu'un mail va être beaucoup plus gros et va transiter par beaucoup plus de nœuds. Et c'est la même chose par rapport à un site Internet ou une application. Puisque quand on est sur un site Internet, on pourrait avoir l'exemple d'un site Internet sur lequel on s'inscrit. J'arrive sur mon site Internet, je donne mes coordonnées. Je vais recevoir un premier email qui va me demander de confirmer mon email. Je clique sur l'email, puis je vais recevoir un deuxième email qui me demande de changer mon mot de passe. Eh bien, ce genre de choses, il faut éviter. Il vaut mieux avoir un seul mail qui va nous permettre de confirmer l'adresse mail et en profiter pour initialiser le mot de passe. Voilà. Alors, dans le code, vous verrez, c'est la suite de la présentation. On va y arriver sur la partie code. Vous aurez le détail de ce qu'on peut effectuer. Alors, une question de Florence, comment réaliser les stratégies de web marketing avec ces contraintes? Eh bien déjà, la première chose à faire, c'est de penser quand même à utiliser la vidéo à bon escient. Il faut qu'elle serve à quelque chose. Et ensuite, on peut faire du web marketing et on peut envoyer des mails qui sont ciblés. Mais déjà aujourd'hui, il y a déjà des choses qu'on s'interdit d'envoyer du mailing de masse. Je vous rappelle la règle RGPD qui dit que vous devez avoir le consentement, de toute façon, le consentement de votre destinataire pour pouvoir lui envoyer des mails. Donc, ça réduit déjà grandement les envois de mails. Concernant les échanges, effectivement, les applications de type Messenger sont plus intéressantes que par mail, c'est vrai.
Alors, notre identité, nous, Société Doing, alors on est une entreprise numérique responsable, vous l'avez eu tout à l'heure dans la définition, donc on se veut responsable et on s'y attache avec les labellisations qu'on obtient. On innove auprès de nos clients, donc auprès des entreprises, en co-développant en méthode agile, ça veut dire qu'on fabrique des logiciels grâce à une méthode particulière, des applications métiers stratégiques, sur mesure, éco-conçues, ce que je vous ai expliqué précédemment, en synergie avec les utilisateurs. Donc déjà, par rapport à ce que vous avez vu juste avant, c'est qu'on cherche à impliquer les utilisateurs pour travailler sur les éléments qui sont clés et faire des applications métiers qui sont éco-conçues pour qu'elles consomment moins d'énergie. Donc on est bien sur de l'éco-conception de services numériques. Donc actuellement, très très rapidement, puisque c'est pas, je ne vais pas rester trop longtemps sur notre identité, mais aujourd'hui on a 18 personnes qui sont sur le territoire stéphanois, la plupart sont développeurs ingénieurs, 25 ans d'informatique, des clients variés dans le service, l'industrie, les commerces, etc. Plutôt sur un service de proximité, ça veut dire Auvergne-Rhône-Alpes pour nous et la région parisienne qui est finalement en proximité, avec le train on y est très vite. Et une vraie volonté d'intégrer le développement durable dans les logiciels, ce qui va être la suite de la présentation. Donc, intégrer le développement durable dans les logiciels, ça veut dire ici on est soucieux de l'environnement. En 2009, on a démarré une démarche proactive sur nos déchets, des impressions vertes, etc. Et puis, en 2012, on a obtenu une labellisation qui s'appelle ENR. Donc, lorsqu'on fait du numérique responsable, on va avoir une labellisation nationale qui existe, qui nous permet de reconnaître qu'on a une démarche éthique importante. Donc, cette labellisation ENR, je vous invite tous à vous diriger vers elle si vous êtes dans le milieu du numérique, puisqu'elle va vous permettre d'avoir une labellisation qui correspond à ce que vous faites au quotidien. Et enfin, en 2017, on démarre notre démarche d'éco-conception, celle dont je vais vous parler maintenant. Alors, une question de Daniel, quel est votre rapport avec le design UI UX par rapport au design éco-responsable? Alors nous, de notre côté, on n'a pas de designer dans l'équipe, on a des développeurs et des ingénieurs. On va donc travailler avec des agences qui vont nous réaliser des UI, des UX. Et quand on va les réaliser, on va apporter, nous, notre compétence justement éco-conception, c'est-à-dire comment faire pour réduire les flux, comment faire pour afficher des pages de façon plus intelligente. Et c'est comme ça qu'on va réussir, nous, à apporter notre brique dans l'éco-conception UX, qui est effectivement importante aussi sur le développement durable. Alors, je vais passer cette slide, en fait, et on va arriver tout de suite ici. On va arriver tout de suite ici sur, déjà, le premier point sur les méthodes qu'on peut appliquer pour faire de l'éco-conception. Alors, la première méthode qu'on peut utiliser, c'est l'agilité. Je vous en ai parlé rapidement. Une petite question, sur 100 fonctionnalités d'un logiciel, combien est-ce qu'on va en utiliser jamais, rarement, toujours? Eh bien, quand on se pose ces questions-là et qu'on fait des sondages sur les logiciels qui sont utilisés, on va se rendre compte que finalement, dans un logiciel, il y a 45% des fonctionnalités qui ne sont jamais utilisées par les utilisateurs. Donc, projetez-vous quand vous utilisez un logiciel, un Word, un Excel ou n'importe quel autre, finalement, vous vous rendez compte qu'il y a la plupart des fonctionnalités qui ne sont jamais utilisées, enfin, beaucoup de fonctionnalités qui ne sont jamais utilisées. Il n'y a que 7% des fonctionnalités qui sont toujours utilisées, 13% souvent et 16% parfois. Alors, quand on part de ce postulat, on se dit finalement qu'on va essayer, quand on fait notre développement, de se concentrer sur la partie bleu-verte, c'est-à-dire les fonctionnalités qui sont toujours utilisées ou souvent utilisées, et que en se concentrant sur ces fonctionnalités-là, on va gagner du temps, gagner de l'énergie, et on va pouvoir concentrer notre effort là-dessus, en fait. Et notre effort éco-conception, on va pouvoir la consacrer aussi là-dessus. Alors, la méthode agile, c'est une méthode, on n'est pas là sur une formation de méthode agile, mais très rapidement, l'idée, c'est de travailler petit à petit sur un logiciel. Vous voyez ici la Joconde. Si j'ai à dessiner la Joconde, je vais commencer par
faire un brouillon, puis le brouillon, je vais l'avancer un peu plus sur le visage, puis je vais avancer sur le visage et en même temps un petit peu sur le reste, et enfin arriver sur quelque chose d'abouti, sur notre release 3. Donc ici, l'objectif de l'agilité, ça va être d'avancer petit à petit et comme je vous l'ai dit, de se concentrer sur les fonctionnalités qui sont importantes. Et effectivement, il est possible de développer une fonctionnalité partiellement. C'est une très bonne remarque que Sylvain a, puisque c'est souvent la règle du 80-20 qui va s'appliquer ici. C'est qu'on va souvent fournir 20% d'efforts pour faire 80% de la fonctionnalité, qui est suffisante très souvent. Donc on va pouvoir s'arrêter et on va reporter du budget sur d'autres fonctionnalités qui étaient importantes. J'ai le cas quand on réalise des applications métiers, vous savez, quand on a un premier cahier des charges qui arrive, notre client va nous dire « Bon, bah ça, cette fonctionnalité, j'en ai absolument besoin. J'en ai absolument besoin, j'ai besoin de faire des exports vers ma compta, il faut que ces exports soient très faciles à faire, je ne peux pas perdre de temps. » Et puis finalement, quand on va discuter avec lui, on va dire « Mais combien de fois par jour vous allez faire ces exports vers la compta ?» Ah bah très peu de fois, même je vais le faire très rarement. Combien de fois par semaine? Ah bah, encore moins rarement, encore plus rarement. Et on va arriver finalement à une conclusion qui est de dire que cette fonctionnalité-là, qui était très importante, eh bien finalement, on peut la faire partiellement avec une opération qui prend plus de clics. C'est pas très grave, puisqu'elle va être faite une fois par mois ou une fois par an. On va donc bien pouvoir se concentrer sur l'essentiel. C'est ce que nous dit Bruno également. Se concentrer sur l'essentiel et concentrer notre énergie là-dessus. La deuxième caractéristique de la méthode agile, c'est une méthode qui va livrer des fonctionnalités très souvent et qui va avoir des retours utilisateurs. Alors ces retours utilisateurs, ils sont intéressants puisque finalement, ce sont eux qui vont nous permettre de nous concentrer sur l'essentiel et d'être les plus efficaces. Voilà. Alors, on n'est pas là sur la méthode agile. Je suis par ailleurs formateur méthode agile également, donc si vous en avez besoin, vous n'hésitez pas à revenir vers moi. Alors, j'ai une très bonne transition de Bruno qui nous dit le métier en constante évolution, sujet très chaud, effectivement. Alors, pour pouvoir avancer là-dessus, j'avais une question avant de Daniel, comment vous faites les tests d'itération? Alors, les tests sont faits au fur et à mesure. Ils sont faits par les équipes de développeurs, ils sont faits par les clients et ils sont faits par un club utilisateur qui est chez le client. Et ce groupe d'utilisateurs chez le client, ce sont eux qui vont faire les tests et qui vont nous faire les retours. Donc, vous voyez, dans l'itération numéro 1, on va arriver à une mise en production. Les utilisateurs font des tests et celui qu'on appelle le product owner va collecter les tests et les retours qui sont faits par les utilisateurs et vont les transmettre, ce product owner va les transmettre à l'équipe qui va en tenir compte pour une amélioration. On est bien sur un process d'amélioration permanente ici. Alors, on avait une remarque qui était faite sur le métier qui était en évolution. Alors en fait, pour travailler là-dessus, finalement, on va pouvoir faire des analyses de développement très fines. Et ces analyses qui sont fines, notre objectif, ça va être de séparer le métier, lorsqu'on fait nos développements, de la partie technique. Séparer le métier de la partie technique, ça va nous permettre de pouvoir faire des logiciels qui sont plus durables, qui vont durer dans le temps. Et ces logiciels vont pouvoir avoir des briques qui évoluent à l'intérieur. Donc la première chose qu'on va faire quand on va faire un logiciel, c'est de se poser la question du problème à régler. Ce problème à régler, on va le poser à travers une charte produit. On va définir une charte produit avec le client et on va indiquer tous les problèmes qu'il a et qu'il souhaite régler avec son logiciel. Une fois qu'on a fait ça, on va travailler sur ce qu'on appelle un modèle sémantique. Le modèle sémantique, il s'agit de la définition des objets. Alors, dans le cadre, par exemple, d'un site e-commerce, on va définir ce que c'est qu'un client. Un client, eh bien, c'est une entité. Un client, c'est une personne grand public qui a un nom, un prénom. On va définir tout ce qui est à l'intérieur. Et lors de ce modèle sémantique, on va déjà pouvoir affiner les données qui sont à l'intérieur des objets. Je vous prends un exemple. La RGPD nous a beaucoup aidé en ce sens, puisque la RGPD nous incite à ne stocker les informations personnelles que si elles sont nécessaires. Alors, il y a quelques années, lorsqu'on faisait une fiche utilisateur, eh bien, on intégrait toutes les datas qu'on pouvait,
une date de naissance, le sexe, est-ce que c'est monsieur, madame. On pouvait intégrer des tonnes de data à l'intérieur. Et finalement, on n'en a pas besoin, on ne les utilise pas. Et comme on ne les utilise pas, eh bien, on va réduire nos fiches. Donc, le modèle sémantique, déjà, va nous permettre de réduire les données. Et qui dit réduire les données, dit réduire aussi l'impact environnemental. Ensuite, on va passer sur un modèle pragmatique. Le modèle pragmatique, on est plutôt sur les process ici. On va plutôt être, l'idée, c'est de comprendre ce qui se passe et les interactions entre nos objets. Par exemple, un client va pouvoir passer une commande. Quand il va passer une commande, il va mettre des produits dans son panier. Les produits dans son panier, il va ensuite valider son panier. On va avoir les tunnels d'achat. On va avoir la navigation sur un produit. On va avoir l'accès à une fiche, etc. Eh bien, ces modèles pragmatiques aussi sont à optimiser, puisque finalement, quand on va les créer, on va essayer d'optimiser les process pour qu'il y ait moins de flux et qu'il y ait moins de données qui transitent. Et enfin, on arrive sur, alors là, on est plus sur de la technique pure, la création des contrats de service, cette fois, qui vont nous servir à résoudre les problèmes plutôt techniques. Alors, cette méthode-là, ici, qu'on va adresser, elle va nous servir de bien découper les éléments et de bien découper le métier du client. Et on va ensuite pouvoir travailler d'un point de vue technique. Quand on va travailler d'un point de vue technique, on va cette fois réfléchir plutôt à la mutualisation des éléments. Quand on a un site internet, une application mobile, on va essayer de réfléchir à ce qu'on peut mutualiser pour éviter de réinventer à chaque fois. Alors, on va mutualiser au sein d'un même projet, c'est-à-dire quand on a des fonctionnalités qui sont presque identiques, on va essayer de les faire d'une façon similaire en mutualisant. Par exemple, si on a un site internet où on a un process de demande de devis, un process de demande de commande et que le process est exactement le même, eh bien, on va pouvoir, avec des techniques de développement de type héritage, on va pouvoir mutualiser des bouts de code pour pouvoir travailler plus intelligemment. Et puis, on va pouvoir aussi travailler entre plusieurs projets, mutualiser des éléments entre plusieurs projets, plusieurs clients qui nous demandent des fonctionnalités un petit peu similaires. Et enfin, on va même pouvoir mutualiser des choses entre des technologies qui sont compatibles, mais pour lesquelles on réécrirait. Je vous ai donné un exemple pour les développeurs qui sont parmi nous. Vous avez à droite un exemple d'application où vous avez une partie React.js pour le web et une partie React native pour la partie mobile. Eh bien, on va faire une partie commune aux deux, qui va être une partie, il va y avoir une partie métier, il va y avoir des choses à l'intérieur. Et cette partie commune, eh bien, on va se la partager entre le React Native et le React.js pour gagner du temps de développement, mais aussi être plus éco-conçu. Voilà. On passe à la suite. Alors, la découverte des contrats, c'était la slide d'avant. Là, on est vraiment sur quelque chose qui est axé très développeur. On parle vraiment de contrats de service pour les API. Donc, je ne sais pas si je vais le détailler ici. Les contrats de service pour les API, ce sont des grandes règles qu'on va se donner pour que les logiciels puissent parler entre eux. Donc, on va peut-être pas le détailler ici, si ça vous dérange pas, puisqu'on est vraiment sur une thématique développeur ici. Alors, une autre problématique ici, c'est l'hébergement. Donc aujourd'hui, vous avez plein de solutions pour héberger des applications. C'était une question qu'on avait eue au tout départ, la question qui était est-ce qu'on fait du cloud ou est-ce qu'on fait pas du cloud? Eh bien en fait, je dirais que ça dépend. Ça dépend et surtout l'objectif. Enfin pour moi, il faut pas céder à la facilité. La facilité, c'est quoi? C'est considérer qu'il y aura toujours plus de ressources. C'est de prendre un hébergement cloud et on intègre dans l'hébergement toutes nos solutions et d'avoir à la fin une espèce de mastodonte qui est hébergé avec une dizaine de conteneurs, des VM, etc. Alors que finalement, j'aurais pu faire un hébergement qui était beaucoup plus intelligent et héberger d'une autre façon mes services. Alors, pour héberger intelligemment, déjà, la première chose, ça va être de se dire que quand on est face à notre ordinateur et qu'on va avoir des flux d'informations qui vont passer, eh bien, finalement,
on va adresser derrière une problématique d'hébergement qui est très complexe avec de la virtualisation, des serveurs, du network, de la sauvegarde. Et il faut y penser. Pour réduire les espaces disques d'hébergement. Alors, il y a quelqu'un dans le chat tout à l'heure qui a parlé de modem 56K et de ce qu'on faisait dans le passé. Eh bien, finalement, héberger de façon intelligente, c'est aussi penser aux anciens hébergements, c'est-à-dire finalement les hébergements qui consommaient peu de flux et qui étaient très optimisés. Voilà. Et aujourd'hui, on a des possibilités pour faire ça. On va rentrer un petit peu dans le détail un petit peu plus loin aussi. Alors, si j'avais à résumer les slides précédents, on a fait notre constat. Donc, on a fait notre constat sur l'énergie qui est colossale sur le numérique. On se dit qu'on peut travailler sur les méthodes. Et quand on travaille sur les méthodes, on va pouvoir optimiser les fonctionnalités, on va pouvoir réfléchir à l'éco-conception dans notre façon de travailler. Et maintenant, on va pouvoir adresser un autre élément qui est ce qu'on appelle le cycle de vie de services numériques. Alors, le cycle de vie de services numériques, c'était dans la définition de tout à l'heure du pôle éco-conception. Vous aviez l'idée de dire qu'on doit réfléchir à la réduction de l'impact environnemental à toutes les étapes. Et ces étapes ici, l'éco-conception, le cycle de services numériques, elles sont ici. On va démarrer d'abord par la conception. C'est un petit peu ce qu'on a abordé maintenant, ce qu'on a abordé précédemment. On va passer ensuite à la réalisation, donc il s'agit de code source. On va passer ensuite à du déploiement, c'est-à-dire de l'hébergement, l'installation sur le cloud éventuellement. Ensuite, de l'administration de tout ce système-là. Et puis après, on va passer à l'utilisateur qui va, lui, utiliser le service. Enfin, la maintenance, comment est-ce qu'on fait pour faire vivre notre produit et adresser sa fin de vie, en fait. Notre produit va terminer sa vie à un moment donné et à quel moment j'en tiens compte dans mon éco-conception. Alors, pour chaque étape qu'on a ici, je vous propose de les décrire et de réfléchir à ce qu'on pourrait faire pour améliorer lors de ces étapes. Alors, cette première partie qui est la conception, on va ici comprendre le métier du client, préparer les fonctionnalités, prioriser. C'est ce qu'on a vu juste avant. Eh bien, les améliorations possibles, c'est développer ce qui est utile, limiter les flux, intégrer l'éco dans le design. On a eu une question tout à l'heure sur les spécialistes de l'éco-conception sur la partie UX. Ça existe. Vous avez des designers qui sont spécialisés sur l'éco-conception et qui vont prendre en compte plusieurs thématiques. On a eu parfois on a eu à une époque, par exemple, des problématiques sur les couleurs du site internet où on se rendait compte que finalement, si on faisait du noir, c'était moins consommateur que si on faisait du blanc. Donc, vous avez eu une tendance à faire beaucoup de sites en noir, d'applications qui étaient comme ça. C'est assez discutable aujourd'hui, ça dépend de la technologie de l'écran. Mais en tout cas, vous allez avoir des designers qui vont être spécialisés là-dedans. Et on va utiliser les méthodes que je vous ai citées juste avant, l'agilité, le BPMN, pour la conception, l'éco-conception à cette étape-là. Ensuite, on va avoir la réalisation. La réalisation, c'est développer, faire des lignes de code, adapter des solutions, les installer. Donc là, on va être plutôt sur le montage du Lego. On a conçu notre plan et on va faire notre Lego. Et bien là-dedans, on a plusieurs solutions. On va pouvoir faire des développements qui sont modulaires. On en a parlé précédemment. On va pouvoir optimiser les développements. Et les outils qu'on met face à ça, ça va être toujours de l'agilité. Ça va être de faire des bonnes pratiques, c'est-à-dire d'avoir un développement spécifique, je vous en parlerai un petit peu plus tard, et puis de faire éventuellement ce qu'on appelle le DDD. Alors le DDD, c'est une façon de faire du développement en découpant les briques du métier, c'est-à-dire ça s'appelle Domain Driven Design. Ce n'est pas le sujet de cette présentation-là, c'est très complexe, mais en tout cas, sachez que l'idée, c'est de découper les briques du client pour pouvoir les remplacer vraiment comme un Lego et de pouvoir remplacer des briques plus facilement quand on développe un logiciel métier. Ensuite, on va avoir le déploiement. Donc, le déploiement, c'est installer les applications quelque part. Bon, j'ai mis sur un serveur, mais ça peut être sur un store, ça peut être sur un serveur dans le cloud, ça peut être un serveur d'entreprise. Et ici, il va falloir essayer de comprendre et optimiser l'hébergement. C'est ce dont on a parlé juste avant, donc les espaces disques, les flux.
Et ça va rejoindre, selon moi, la 4e composante du cycle de vie, qui est l'administration, qui était un travail qui était initialement réalisé par une équipe plutôt technique d'hébergement. Donc là, vous aviez au départ plutôt des hébergeurs, des spécialistes de l'hébergement. Et ces spécialistes de l'hébergement ont eu besoin à un moment donné qu'on les aide aussi pour comprendre ce que les développeurs voulaient faire. Et il y a un nouveau métier qui est arrivé, qui s'appelle le métier de DevOps. Et le métier de DevOps, c'est justement de lier à la fois les problématiques de l'hébergement et les problématiques des développeurs pour optimiser les plateformes et mieux comprendre ce qu'on peut faire en termes d'hébergement. Donc aujourd'hui, si on veut adresser l'éco-conception de services numériques par le côté déploiement et administration, selon moi, c'est via une équipe DevOps qui va adresser ces problématiques-là pour le service, en fait. Voilà. Enfin, sur la partie service, on va arriver sur l'utilisation, hein. Donc, l'application métier, elle doit apporter du confort. Et là, on doit impliquer les utilisateurs lors de la conception, dès la première étape. On retombe finalement sur nos problématiques de la 1 et de la 2, l'agilité, les bonnes pratiques, le BPMN. En appliquant déjà ces éléments-là, on va avoir un service qui sera éco-conçu à destination des utilisateurs. Enfin, on arrive sur, on va dire, la maintenance. Donc, ici, on va plutôt avoir des actions proactives qui vont être réalisées sur les sites, les applications ou la partie serveur. L'objectif ici, c'est de ne pas subir, d'être plutôt dans de l'amélioration permanente et combler de la dette technique, ne pas accumuler de dette technique qui ferait qu'à un moment donné, on serait obligé de jeter le produit. Notre objectif, quand on fait une application métier, c'est d'adresser la fin de vie non pas comme un arrêt, mais plutôt comme une évolution, c'est-à-dire d'avoir un logiciel qui doit durer et qui s'adapte au changement. Alors, on est en opposition avec la facilité du développement parfois, qui est de dire j'installe la toute dernière technologie, même si finalement je ne sais pas si elle est viable à terme. Je passe sur les technologies les plus récentes parce que c'est celle du moment. Et 2 ans après, ça s'est effondré et on est obligé complètement de faire une refonte. On ne souhaite pas partir sur du développement comme ça. On va plutôt partir sur des développements de technologies qui sont pérennes et qui vont nous permettre de durer longtemps. On a aujourd'hui des logiciels métiers qui ont 10 ans ou 15 ans. Alors 10 ans, c'est sûr. 15 ans, je pense qu'on en a aussi. Et qui continuent de tourner. On les fait migrer, on les fait évoluer. On fait des patchs de sécurité pour qu'ils soient toujours adaptés aux normes actuelles. Mais finalement, ils continuent d'avoir une vie encore. Et ils repassent dans un cycle de conception, de réalisation, etc. Voilà. Et à toutes les étapes, ne pas tomber dans la facilité. Je vous l'ai dit, la facilité, c'est de prendre des solutions toutes faites et de ne pas réfléchir à ce qui va être éco-conçu. Waouh. Donc, par rapport à tout ça, on se rend compte qu'on a face à nous une montagne de choses qu'on peut traiter. Je vous propose d'adresser cette problématique par un exemple qu'on a fait au sein de notre société, qui est un exemple sur une application qui s'appelle l'application E-Totem. Alors, E-Totem, ce sont des bornes de charge pour véhicules électriques. Vous en voyez fleurir sur tout le territoire. E-Totem, c'est un acteur majeur des bornes de véhicules électriques en France, puisqu'aujourd'hui, il y a environ 20% du marché des bornes installées sur la voirie sur cette société. Et dans les gros appels d'offres bien visibles qu'on a pu remporter, on a remporté par exemple le Grand Paris pour remplacer Bolloré sur cette thématique-là. Donc, une solution qui est sur le territoire, qui adresse déjà une problématique green. Et lorsque nous avons travaillé sur cette solution-là, nous avons souhaité tout de suite embarquer de l'éco-conception pour concevoir cette application-là, puisque finalement, elle adressait déjà une thématique green. Alors, vous avez des exemples de bornes en haut, et E-Totem, finalement, on équipe des bornes, et puis on a des solutions de supervision, et puis on a une application mobile qui est à la fin. Vous allez retrouver les éléments dans ce schéma qui est à droite.
vous avez des bornes sur le territoire. Et bien finalement, une borne sur le territoire, c'est une espèce de gros objet connecté avec des interfaces, avec un ordinateur à l'intérieur. Et cette borne-là, elle va être interconnectée avec le cloud, interconnectée avec des outils de monitoring, des outils de maintenance, des outils de supervision. Et de l'autre côté de la chaîne, on va avoir des usagers. Donc les usagers vont utiliser leur téléphone, vont utiliser leur ordinateur pour interagir avec cette borne. Alors, en 2017, on a démarré cet accompagnement et cette transformation via un dispositif qui s'appelle le CD2 Pro. Le CD2 Pro, ça veut dire compétitivité durable, CD, produit, process, 2 Pro. C'est un dispositif qui est porté par Ambition PME et par le CETIM. Et notre objectif dans le CD2 Pro ici a été de réduire les temps de chargement, limiter l'utilisation de la mémoire, consommer moins d'énergie sur notre service. Et pour ça, on a appliqué une méthode qui était de faire un audit de notre solution technique, l'améliorer et porter des résultats. Alors, la méthodologie qui a apporté sur ce type de problématique, c'est une méthodologie qui démarre par une recherche de contraintes et des scénarios d'usage. Donc, les contraintes et les scénarios, ça va être de définir le cadre de travail, puis enfin d'arriver sur des mesures, donc ce que j'appelais un audit, un plan d'action pour optimiser et des corrections et un process d'amélioration continue. Pour travailler sur cette thématique-là, nous avons travaillé avec une société qui s'appelle GreenSpector, qui est spécialisée dans l'éco-design pour les développeurs. Donc là, on est vraiment sur une société qui développe des outils d'audit pour pouvoir mesurer les impacts environnementaux des logiciels. Alors ici, nous sommes partis de contraintes et de scénarios qui disaient que pour pouvoir récupérer des informations liées à une charge, alors effectivement, Frédéric, c'est comme EcoIndex. EcoIndex, on s'adresse plutôt à des sites Internet. Ici, on va s'adresser à des applications métiers. GreenSpector a mis au point une technologie qui est basée sur carrément du hardware, sur des plateformes, sur des tablettes Android, et où ils vont pouvoir avoir des robots qui vont pouvoir simuler des applications métiers. Donc, on est sur du pilotage d'interface. Là, ils vont pouvoir simuler des utilisations d'applications métiers et ils vont faire des mesures sur la consommation d'énergie au niveau de la tablette. Une fois que ça a été fait au niveau de la tablette, on va faire la même chose côté serveur et on va essayer de réduire ces consommations d'énergie. EcoIndex, on est plutôt sur une note environnementale qui est basée purement sur les flux et sur les normes de codage, plutôt des applications web et des sites Internet. Alors, nos contraintes ici étaient d'avoir un chargement rapide. On est parti sur le principe qu'on allait avoir 1000 requêtes par jour sur le territoire qui allaient récupérer des informations des charges. Et on avait 6 applications similaires qui utilisaient le même cœur d'application. Ensuite, on a eu des usages qui ont été retenus pour pouvoir optimiser. Les usages, c'était de dire on accède au tableau de bord, on s'authentifie, on édite une borne et surtout, celui qui va nous intéresser, ça va être la consultation d'une charge. Puisque la consultation d'une charge, sur cette spécificité, on va pouvoir travailler pour optimiser les temps de chargement et les usages de la mémoire. Alors, lors de l'audit, GreenSpector, donc ce que je vous disais juste précédemment, va poser des sondes un peu partout pour pouvoir tester la déconnexion, la consommation de mémoire. Et ils vont pouvoir nous donner des usages de batterie et des temps de déchargement de la batterie en fonction des zones. On va avoir la consultation d'une charge, par exemple, qui consomme plus de 3 fois l'énergie nécessaire, l'énergie moyenne sur le site Internet. La référence, c'est l'énergie moyenne. Donc, on sait déjà qu'on va pouvoir l'optimiser. L'édition d'un terminal, le lancement du tableau de bord, etc. Une fois qu'on a ce constat avec l'énergie globale qui est utilisée pour les scénarios qui ont été retenus, on va pouvoir rentrer dans le détail sur la consultation, par exemple, d'une charge. Quand on a une consultation d'une charge, on va avoir un temps de déchargement de la batterie qui va être phasé,
qui va être phasé en plusieurs étapes. Vous les avez 1, 2, 3, 4 en haut. On va déjà avoir, par exemple, on lance le module décharge, on cherche Saint-Étienne dans la liste, ça c'est la partie 1. Puis on scrolle pour accéder à la charge qui nous intéresse. La partie 3, c'est on clique sur le bouton de consultation de la charge et on se voit que ça se met à faire un gros pic et à consommer beaucoup d'énergie puisqu'il va y avoir le chargement du calque qui va venir s'afficher. Et enfin, une fois que cette charge est terminée, quand on ferme la modale, on est en mode caché. Donc ici, on parle ici de l'affichage tel que vous l'avez à gauche sur cet écran. Vous avez finalement cette consultation qui va avoir un profil que je vous ai présenté, que vous aviez juste ici. Donc ce profil-là, ici, c'est la consultation d'une charge. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ce constat sur la consommation d'énergie, on va avoir des préconisations sur les ressources. La préconisation qu'on fait, là on rejoint un petit peu le travail de Eco-Index, mais cette fois vraiment sur de la partie décharge, utilisation d'énergie. On va avoir un constat des préconisations et un gain potentiel. Ici, le premier point, c'est quand on allait sur la partie décharge, on avait un rechargement complet de la zone, eh bien on va avoir une préconisation qui va être de ne charger que la zone nécessaire. Si on charge que la zone nécessaire, on va gagner 70% de volume en moins sur la requête qui est faite. Autre préconisation, on utilise des librairies externes, notamment Google Maps quand on cherche à localiser des éléments. Eh bien ici, comme la librairie est mal utilisée, on va avoir une préconisation de fusionner des fichiers pour gagner des requêtes. Et ici, on va gagner des requêtes pour pouvoir avoir un chargement plus rapide. Ensuite, on va avoir des images qui paraissaient non nécessaires ici. Ces images qui sont non nécessaires, on va les transformer par des règles plutôt CSS. Et ces règles CSS vont nous faire économiser 2 requêtes. Alors vous voyez sur une page, finalement, j'en avais une autre avec des fichiers statiques qui ne sont pas nécessaires, et on va gagner des ressources aussi comme ça. Finalement, sur une page, ici, sur une page, quand je me mets à auditer ce que je fais, je vais avoir un gain potentiel. Ce gain maximal, il va être ici, chez nous, de 17 requêtes. Ce gain de 17 requêtes, on va pas être parfait. On va avoir que 9 requêtes, potentiellement. Alors, sur le JS aussi, effectivement, on a les mêmes remarques sur la partie JS, et j'arriverai après sur la partie plus développement. Pareil, sur la partie JavaScript, on peut optimiser les ressources qui sont appelées. Et bien, finalement, si on se projette à notre projet eTotem, notre projet eTotem, 9 requêtes qui sont utilisées sur une application. eTotem, ce sont des bornes de charge qui sont utilisées de partout en France par plusieurs opérateurs. Je vous disais, 20% du parc qui est disséminé partout en France. Les statistiques qui nous ont été données, c'est qu'on a 29 000 appels par mois, donc à peu près 1000 appels par jour qui sont réalisés. Et on a 6 applications similaires. Eh bien, quand on fait cette multiplication de 9 requêtes, 1000 appels par jour et 6 applications, eh bien, on va obtenir un gain annuel de 3 millions de requêtes qui sont économisées grâce à ce travail-là. Vous voyez, c'est la même chose que tout à l'heure. Quand on se projette et qu'on prend un peu de recul sur l'intégralité du process, eh bien, on se rend compte que c'est colossal et économiser une requête, eh bien, ça a un impact, un vrai impact environnemental. Alors ici, ça c'est la première phase de l'audit qui nous est proposée. La deuxième phase de l'audit qui nous a été proposée, c'est de faire plutôt une analyse statique du code, cette fois. Donc on va rentrer plutôt dans le code source. Ah oui, le gain est vraiment énorme, Sylvain, et vous allez voir que quand on se met à mesurer les gains en tonnes de CO2, on arrive sur des éléments qui sont colossaux. On va également travailler sur l'analyse statique du code. Alors là, on va tomber un petit peu comme de l'éco-index, cette fois. On tombe comme de l'éco-index, on va analyser ici 26 000 lignes de code sur notre application et on obtient un éco-score de 75. Cet éco-score, dès le départ, était plutôt un bon éco-score. Je félicite nos équipes ici puisque un éco-score classique d'une application métier qui n'est pas éco-conçue, c'est plutôt aux alentours de 40. Donc on avait déjà un bon éco-score, mais on peut encore s'améliorer. On peut encore s'améliorer grâce à des recommandations
qu'on va voir ici. Et là, c'est des éléments qui nous ont été donnés aussi, nous expliquer, par exemple, de mieux utiliser les mémoires, libérer mieux les mémoires, de faire des abréviations de CSS, etc. Et toutes ces recommandations qu'on a à notre disposition, eh bien, on va ensuite les appliquer. Alors, on va les appliquer. Alors, je vous disais tout à l'heure, sur la plateforme, eh bien, on va optimiser tout ce qu'on a à faire. Vous l'avez vu tout à l'heure sur la partie ressources. Alors, on va optimiser l'hébergement, on va mieux gérer le cache, on va fusionner des fichiers, on va minifier, on va mieux traiter les ressources, c'était la première partie. Et puis enfin, on va aller améliorer les éléments dans le code source. Donc pour ça, pour nos amis développeurs, vous allez retrouver quelques lignes de code ici, où on va avoir des préconisations avant, après et des gains. Donc si on parle de CSS par exemple, on va avoir parfois des styles qui vont être comme cela. Donc par exemple dans la CSS, border width 1px, solide, en noir. On a parfois la facilité, encore une fois, par souci de lisibilité, de faire des bordures comme celle-là, des styles comme celle-là. Et on va avoir une recommandation qui va être de faire plutôt, de minimiser ce qui est écrit et de mettre ici border 1px solide avec la couleur. Et bien ici, c'est tout bête, on diminue de 34 caractères notre CSS. Ça veut dire que le flux qui va transiter sur le réseau, eh bien, il diminue de 34 caractères. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Et quand on va multiplier par nos fameux 1000 requêtes par jour, eh bien, on va arriver sur des gains qui vont être importants. Alors, au niveau du PHP, le PHP, c'est un peu particulier quand on fait du PHP ou un autre langage de programmation. Ça peut être du Java, ça peut être n'importe quel langage côté serveur. Quand on va faire notre langage côté serveur, ici, on ne va pas chercher à économiser des nombres de caractères, puisque finalement, ces caractères-là ne vont pas transiter sur le réseau. On va plutôt chercher à économiser des temps de processeur, en fait. Alors, première possibilité pour le PHP, ça va être de faire une boucle ici. Quand on fait une boucle, on va traiter des données d'un tableau. Bon, on prend notre tableau et puis on traite des clés et des valeurs. Très bien. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, alors elle est plus technique, elle n'est pas facile. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas céder à la facilité. Si on étudie cette possibilité-là et qu'on traite, on met toutes nos clés dans un tableau intermédiaire, puis on calcule notre taille, et au lieu de faire un tableau for each, on va faire un tableau for qui va cette fois récupérer les clés. Alors vous voyez, c'est plus difficile à lire comme code source, c'est plus difficile à écrire. Néanmoins, ici, le gain, il est très important. On va passer d'un temps de traitement de 532 microsecondes quand on va traiter le document, quand on traite l'opération des milliers de fois, on va être à 532 microsecondes et on va passer à 12 microsecondes pour la deuxième possibilité. Donc, on va avoir un gain de 98% d'exécution de processeur. Ce gain de 98% d'exécution de processeur, eh ben, c'est de l'énergie en moins. Donc, vous voyez, ces deux exemples-là, CSS et PHP, nous font gagner du flux et du processeur. Même chose ici, alors un petit exemple ici, la méthode l'appel $i++, alors pour les développeurs, ça vous parle tous, pour les non-développeurs, il s'agit juste de rajouter 1 quand on a une variable. Si $i vaut 10, une fois que j'ai fait $i++, ça vaut 11, puis 12, puis 13 quand j'avance. Eh bien, si je fais $i, au lieu de faire $i++, alors là, ça ne coûte pas grand-chose, eh bien, on va avoir une opération de processeur en moins. On va passer de 4 opérations de processeur à 3. Ça veut dire qu'on va gagner 25% de temps de processeur entre nos deux actions. Donc ici, on voit bien qu'on a comme ça des tonnes et des tonnes d'actions qu'on va pouvoir réaliser et qui vont nous permettre d'obtenir un gain. Ce gain, je vous l'ai posé dans un graphique ici. Alors notre gain qui est là sur la consultation de charge, ce qui nous intéressait ici, on a pu comme ça réduire les temps de déchargement de 15%. Alors 15%, eh bien, ça représente peut-être pas grand-chose, on pourrait se dire, mais finalement, encore une fois, si on projette à toute une application, qu'on projette à tout un usage, eh bien, on va arriver sur des gains qui vont être colossaux. Et ils sont ici.
Sur notre V1, on était à, donc en cumulé, alors on va parler en tonnes de CO2 par an, c'est peut-être ce qui va vous parler. On était sur cette application E-Totem à une consommation de 1600 tonnes de CO2 par an. Et la nouvelle version 2.5, elle est tombée à 1150 tonnes de CO2 par an grâce à ces estimations-là. Ce qui nous représente un gain de 450 tonnes de CO2 par an, juste en appliquant des bonnes méthodes, en appliquant des bons accès aux ressources, en appliquant des bonnes règles de développement. Alors, pour ceux qui ont envie d'une équivalence tonne de CO2, puisque finalement, ça ne parle pas forcément, une tonne de CO2 par an, c'est un aller-retour Paris-New York. Donc ici, grâce aux économies d'énergie qu'on a portées, on a économisé 450 allers-retours Paris-New York pour une personne. Et si on continue de projeter pareil, 6 allers-retours Paris-Marseille en avion, les émissions annuelles d'un Français pour le chauffage de son domicile ou pour ses déplacements en voiture. Donc vous voyez que ces 450 tonnes de CO2 par an, c'est 450 personnes pour le chauffage ou pour le transport. Et c'est pour une année, exactement. C'est pour une année. Les 450 tonnes de CO2 par an, c'est sur une année. Voilà. Ensuite, quelques éléments, et puis ensuite, je vais arriver sur la conclusion. J'attendrai vos retours si vous en avez. Donc ici, l'évolution de l'éco-score. Alors, notre éco-score, c'est la partie violette. Il est passé de 75 à 88 entre la version 1.0 et la version 2.5. Entre cette version 1.0 où on a fait des corrections de toutes les violations qu'on pouvait avoir, des libérations de mémoire, des choses comme ça, des suppressions de bibliothèques externes qui n'étaient pas nécessaires, des balises qui étaient mal appelées. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été traitées. Et vous voyez l'éco-score qui a évolué jusqu'à la version 2.2. La version 2.2, on a atteint une espèce de plateau de 88 et qu'on n'a pas réussi à franchir. Et pourtant, on a mis de l'effort, c'est-à-dire c'est la partie qui est rose. On a mis beaucoup d'efforts au départ, et puis on a essayé encore de s'améliorer jusqu'à la version 2.5, et là, on n'a pas amélioré notre éco-score. Donc c'est là où je voulais en arriver sur la partie conclusion, c'était que en réalité, il faut travailler sur le long terme, mais il faut être pragmatique, c'est-à-dire que l'éco-conception, on peut travailler en permanence dessus. On pourrait y consacrer sa vie, on pourrait passer toutes ses journées à faire de l'éco-conception, à améliorer un petit bout de code, à améliorer un petit bout d'appel. Mais en réalité, il ne faut pas perdre de vue l'objectif. L'objectif final, c'est de gagner en ressources, de gagner en flux, de gagner en temps de processeur. Et donc, on va essayer de travailler sur ce qui fait gagner le plus. C'est le plus important. Ensuite, c'est parfois difficile à valoriser pour le client, c'est-à-dire quand on travaille pour un client final, ce que le client final va entendre, lui, c'est qu'il a envie de performance, il a envie de durabilité, il a envie de maintenance, mais si on lui parle uniquement d'écologie et d'éco-conception, eh ben, il ne l'entend pas. Il l'entend très peu. Donc, c'est à nous, finalement, de lui appliquer, de lui expliquer avec son regard à lui ce que ça va lui apporter, c'est-à-dire, oui, ça lui apportera de la performance, de la durabilité et une meilleure maintenance. Et on doit ajouter nos valeurs, c'est-à-dire une préservation des ressources environnementales pour lui expliquer que c'est aussi important de préserver ces ressources. Et ça nous permet comme ça d'avoir un effet sur nos clients. Je vous rappelle du coup que la facilité, c'est ne pas s'en préoccuper. Aujourd'hui, on doit être acteur. Alors, il y avait une question de Claude qui demandait si les gains correspondent à quel nombre d'utilisateurs. Eh bien, les gains pour l'application E-Totem correspondaient à 1000 utilisateurs jour qui allaient faire... alors, on ne parle pas vraiment d'un nombre d'utilisateurs, mais plutôt d'un nombre d'appels sur une fonctionnalité, puisqu'en fait, on va avoir parfois des utilisateurs qui vont faire 10 appels et parfois des utilisateurs qui font un seul appel. Donc, on partait du principe qu'on avait 1000 appels par jour sur notre application. Et enfin, je vous fais une petite parenthèse sur des actions qu'on porte sur un cluster qui s'appelle le cluster Digital League. Il s'agit du plus gros cluster du numérique de France que j'ai la chance de diriger, parce que je suis vice-président de ce cluster. Et aujourd'hui, on traite les actions Green IT au sein de ce cluster par différentes actions, c'est-à-dire
Des formations à l'éco-conception, c'est-à-dire des audits pour lesquels on va travailler, des outils de mesure de performance, des plateformes de test, des communautés. Et ces actions Green IT vont se porter en 2021 par une action qui aura lieu le 1er juillet 2021. On aura la chance, lors de cette action, d'avoir Frédéric Bordage, qui est la référence aujourd'hui sur le Green IT et qui porte la plateforme greenit.fr que vous avez eu tout à l'heure, qui viendra faire des conférences et sensibiliser aussi les acteurs à l'éco-conception. Nous reviendrons vers vous via les ateliers numériques aussi pour vous expliquer comment vous pourriez y participer en ligne ou en présentiel. Et enfin, quelques liens utiles qui vous ont été distribués. Vous avez le pôle éco-conception Green IT qui m'ont beaucoup servi à construire cette présentation, le think tank aussi sur l'éco-conception, EcoIndex en fait dont on parlait tout à l'heure qui est là, SonarCube pour les développeurs qui peuvent vous permettre d'optimiser votre code source, qui est très intéressant, qui va nous donner un peu le même type d'audit qu'on a eu ici. Green Spector qui nous a accompagnés sur notre audit et enfin Digital League, le fameux cluster dont je vous ai parlé, et notre site internet à nous, donc société Doing, générateur de valeur numérique. Notre travail, c'est donc de créer des applications métiers pour nos clients et de leur apporter de la valeur par notre travail. Voilà. Merci beaucoup, j'en ai fini. J'ai encore la place à quelques questions si vous en avez sur le chat. Il n'y a plus de questions qui arrivent. On va attendre encore quelques minutes. Alors, est-ce qu'il y a des avantages au niveau fiscal ou des aides aux entreprises? Pas vraiment. Les aides que vous allez avoir vont plutôt être des aides. Vous allez avoir des aides qui vont être plutôt les aides que vous allez avoir vont plutôt être des aides d'amélioration d'outils, mais pas vraiment axées éco-conception. Elles vont plutôt être sur de l'amélioration de process et d'outils. Donc aujourd'hui, ça fait partie du plan de relance qui doit intégrer ces éléments. J'étais à midi en discussion avec Cédric Hall, le ministre délégué au numérique. On a abordé ces thématiques-là, la partie Green IT, justement, qui doit faire partie du plan de relance et qu'on souhaiterait embarquer dans ce fameux plan de relance. Voilà. Et dans la transition écologique, exactement, on est sur plusieurs thématiques. Le coût du produit est-il plus onéreux? Eh ben, oui, il est plus onéreux, clairement. C'est pour ça que chez Doing, on a choisi de se concentrer sur les briques qui étaient partagées entre plusieurs clients, puisque finalement, c'est nous qui supportons ce surcoût de développement et ces méthodes de travail. Donc, il y a un surcoût, un léger surcoût, puisque ça nous oblige à mettre à jour nos méthodes, à nous tenir au courant, à avoir un groupe de travail qui va travailler sur l'éco-conception, les pratiques, les bonnes pratiques, qui va le communiquer ensuite en interne. Donc, il y a forcément un petit surcoût qui est à prévoir, même si, en réalité, on commence toujours, on y gagne à la fin, puisqu'en fait, on va gagner du temps de développement. Bon, merci à tous. Je vois que ça se termine. Et exactement, Bruno, d'où la complexité de le valoriser auprès du client. Moi, personnellement, j'ai aucun client qui est prêt à mettre plus de budget pour que ça soit éco-conçu. Donc, c'est à moi, finalement, de l'embarquer et de le prévoir et de lui expliquer que ça le sera. Sur la partie briques, Daniel, ce que je veux dire par là, c'est que quand on va faire des briques, on va travailler dans un framework qui va avoir des briques à l'intérieur du framework, c'est-à-dire des ressources, des modules. Et bien, on va faire en sorte de travailler sur ces modules-là qui vont être le plus éco-conçus possible pour qu'elles soient utilisées par plusieurs clients. Bon, merci à tous. On a réussi à tenir le timing et merci d'avoir patienté lors des problèmes réseau qu'on a eus. C'est la fin du live. J'espère que ça vous en aura appris et n'hésitez pas à aller sur les plateformes de l'éco-conception et à revenir vers moi. Vous avez mon site internet doing.fr qui est en bas de la présentation et revenir vers moi pour échanger ou pour initier des démarches éco-conception. Merci à tous.
Au revoir, à bientôt.